Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de dénombrabilité. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire que ce mot, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Donc tout d'abord la table des matières, donc je vais vous définir intuitivement ce que ça signifie ce terme et puis nous verrons ensuite une définition un peu plus technique en termes d'application, ce qui nous permettra de démontrer toutes les propriétés qui vont suivre après, notamment qu'un produit d'ensemble dénombrable ou qu'une union dénombrable d'ensemble dénombrable est également dénombrable. Nous verrons qu'il existe des ensembles qui ne le sont pas, parce que bon, sinon la notion aurait peu d'intérêt. Et puis ensuite, nous verrons une application à l'existence des nombres transcendants. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est pas grave du tout. Allez, commençons tout de suite. Un ensemble dénombrable, intuitivement, c'est un ensemble qui est soit fini, soit infini, mais pas trop. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que c'est la plus petite notion d'infini qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'on prend les éléments, un par un, et puis on ne s'arrête jamais, d'accord? Mais voilà, donc ça en fait un ensemble infini, mais c'est comme les termes d'une suite. Vous voyez, c'est x0, le premier, le deuxième, le troisième, je peux les dénombrer comme ça. Ok, je ne m'arrête jamais, mais je peux les isoler, vous voyez, se dire tiens, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. C'est pas évident de voir que c'est pas toujours le cas en fait. On a l'impression qu'un ensemble infini, je peux toujours faire ça. Je prends les éléments un par un, puis au bout d'un moment je les ai tous. On va voir que non. Mais donc voilà, c'est essentiellement les termes d'une suite, xn, où n appartient à n, voilà, l'ensemble des... Ça c'est un ensemble dénombrable. Donc l'exemple typique évidemment c'est n. Voilà, et n est dénombrable, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, comme ça, je les ai tous. Ok. Donc c'est ça la définition intuitive. On va voir la définition plus mathématique après, mais ça aide à comprendre. En gros, c'est voilà, les termes d'une suite, quoi. Ok. Donc si un ensemble est fini, il est dénombrable. Pourquoi? Parce que ça correspond au terme d'une suite qui devient constante au bout d'un moment, par exemple. Vous voyez, donc si la suite devient xn, 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 comme ça jusqu'à l'infini, donc voilà, un ensemble dénombrable, c'est un ensemble fini, je veux dire, c'est également un ensemble dénombrable. Donc l'ensemble vide est dénombrable, c'est par définition. Donc voilà. Ok. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par exemple que z est dénombrable. Alors c'est pas un petit peu moins évident parce que z, on se dit attends, je vais commencer par lequel? Ça commence à moins l'infini, c'est un petit peu embêtant, mais il suffit de les prendre dans un ordre assez simple. On les prend comme ça, par exemple 0, donc très bien, 1, ok, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, 4, moins 4, 5, moins 5. Vous voyez qu'au bout d'un moment, je les ai tous pris, quoi. Ok, donc je peux comme ça écrire une suite de nombres qui va contenir tous les entiers relatifs. Donc l'ensemble des entiers relatifs est lui aussi dénombrable. Bon, maintenant, si vous voulez essayer de faire ça pour l'intervalle 0,1 ouvert, ok, il y a 0,5, il y a 0,3, il y en a plein dedans, mais alors, si on voulait être sûr de les prendre un par un et de tous les prendre, vous voyez le problème qui se pose là? Vous voyez, ça commence à... On se dit, c'est quel le plus petit? Vous voyez, si je dis, commencez, allez, on va les prendre dans l'ordre. 0,1, bon alors, 0,0000001, oui, il y en a des plus petits, il suffit de rajouter des zéros au début, quoi. On voit déjà qu'il y a un problème, on ne sait même pas comment commencer, vous voyez. Si je demande quel est le plus petit nombre de cet ensemble 0,1, en fait, il n'y en a pas. Oui, on voit qu'il peut y avoir une obstruction, qu'on ne peut pas forcément prendre tous les éléments. Mais rassurez-vous, on va prouver tout ça. Alors, donnons maintenant tout de suite, comme prévu, la définition ensembliste de la dénombrabilité. Alors, si D est un ensemble différent de l'ensemble vide, qui lui est dénombrable, on dit qu'il est dénombrable s'il existe une surjection de n dans D. Alors, je vous rappelle, surjection, ça veut dire que c'est une application qui est définie partout, qui recouvre en gros tous les éléments de D, c'est-à-dire que tous les éléments de D ont au moins un antécédent. Okay, c'est une surjection. Tous les éléments de D sont image d'un élément de n. Alors, l'autre version, c'est qu'il existe une injection, cette fois, de D dans n. Alors, une injection, ça veut dire que par contre, les éléments ici ont maximum un antécédent. Okay, il n'y a pas plusieurs éléments de D qui sont allés sur le même entier. Donc, si on réfléchit bien intuitivement, dire qu'il y a une surjection de n dans D, ça veut dire que n est plus gros que D. Parce que tous les éléments de n vont réussir à trouver une place dans les éléments de D. Peut-être plusieurs éléments de n vont aller sur le même, mais en gros, c'est ça l'idée. Quand il y a une surjection de n dans D, moralement, ça veut dire que n est plus grand que D. Et donc, quand il y a une injection de D dans n, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que D comme une sous-partie de n. Rappelez-vous, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les injections-surjections, ça peut être une bonne idée. Donc, une injection, ça veut vraiment dire ça. C'est comme si D s'injectait dans l'ensemble n comme une sous-partie de n. Donc, ça veut aussi dire que n est plus gros que D. Vous voyez, c'est toujours la même idée. Et puis, ou alors, on peut dire que D est soit fini, soit carrément en bijection avec n, donc en correspondance terme à terme, vous savez, tous les éléments de n, voilà, il y a le zéroième, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite, et j'aurai tous les éléments de D. Ok?
Donc très bien, on va montrer pourquoi ça correspond avec l'idée qu'on avait vue avant, des termes d'une suite, hein. Donc si je pose que D c'est une suite x0, x1, x2, xn, bien, alors à ce moment-là, comment je construis ma surjection de n dans D? L'image de n, je l'appelle xn. S20 c'est x0, S21 c'est x1, S22 c'est x2. Bon, on voit bien comme ça que mon ensemble D qui s'écrivait x0, x1, xn, voilà, j'obtiens bien tous les éléments de D comme image d'un entier. Ok. Donc si D était fini, il y a plusieurs fois le même qui peut arriver ici, ok, ça, plusieurs antécédents pour le même, mais en tout cas ça reste une application surjective, tout le monde va avoir au moins un antécédent. Ok. Alors, maintenant pour montrer le deuxième point, je voudrais en profiter pour faire un petit truc un peu plus général, d'accord, parce qu'après tout on est là pour s'amuser, puis ça peut servir dans d'autres contextes. Donc en fait il y a une règle, si on a une surjection de A dans B, eh ben, on a une injection de B dans A. Et puis si on a une injection de B dans A, on a une surjection de A dans B. En fait, ces deux notions sont complètement équivalentes dans tous les cas. Donc c'est bien de le savoir. Alors plutôt que d'écrire des formules un petit peu abstraites, je vous ai fait un dessin, je pense qu'on comprend très bien. Imaginons que j'ai une surjection de A dans B. Donc ça veut dire que j'ai une application d'un ensemble A dans un ensemble B. Donc application, ça veut dire qu'elle est définie partout, hein. Et donc il y a des flèches qui partent de tous les éléments de A et qui arrivent et qui tapent sur tous les éléments de B, d'accord. Tous les éléments de B sont atteints par au moins une flèche. C'est ça une application surjective. Ok. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant à partir de ça pour trouver une injection de B dans A? Je vais commencer par choisir pour tous les éléments de B une flèche. Allez hop, je la mets en rouge. Il y en a au moins une. Donc je choisis une. Quand il n'y en a qu'une, je prends celle-là. D'accord. Et puis j'enlève toutes les autres. Voilà. Bon, très bien. Donc là, j'obtiens une fonction de A dans B. C'est plus une application, ok. Mais c'est pas le problème parce que là, tous les éléments de B sont toujours atteints par une flèche. Donc je peux retourner mes flèches. Hop. Et j'obtiens cette fois une application, donc qui est bien définie partout, de B dans A, telle que chaque élément de A a maximum un antécédent. Il y en a plein qui n'en ont pas, il y en a peut-être plein qui n'en ont pas, mais ceux qui en ont maximum un. Pourquoi? Simplement parce qu'au début c'était une fonction, donc les éléments ne pouvaient pas aller à deux endroits à la fois, d'accord? Et donc forcément, les flèches ici arrivent jamais sur le même ensemble. Parce que, voilà. Ok, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je pars de ça? Eh bien je peux, donc si je pars d'une injection de B dans A, je peux retourner les flèches, ok, donc j'obtiens pas une surjection là de A dans B, puisqu'elle n'est pas définie partout. Et donc si je rajoute des flèches à peu près comme je veux, donc par exemple comme ça, je cloque, tous les éléments ici de A qui n'avaient pas d'image, je les envoie sur quelque chose dans B, où je veux, hein. Là j'ai tous mis sur le même, mais je les envoie à peu près où je veux, on s'en fout, parce que tous les éléments de B étaient déjà atteints par une flèche, puisque j'avais une application de B dans A, j'ai retourné les flèches. Donc comme elle était définie partout, il y avait déjà des flèches qui arrivent partout sur B. Et donc en rajoutant n'importe quoi, j'obtiens bien une surjection de A dans B. Et donc voilà. Donc ça prouve le deuxième point. Ok, super. Donc maintenant, il nous reste le troisième. Alors, donc je prends toujours D, mon ensemble. Alors soit il est fini, ok, s'il est fini, très bien. Soit est-ce qu'il est en bijection avec N? Alors s'il est x0, x1, x2, x3, xn, bref, il est infini. Quelle est la bijection avec N? Vous la voyez, en fait, c'est simplement, j'associe le numéro qui est ici. Hop, d'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais si jamais il y en a plein qui étaient égaux. Oui, parce que c'est vrai, là, quand on écrit ça comme ça, peut-être a priori x0 égale x1, x2 égale x3. Bon, alors, ok. Donc si on regroupe les termes qui sont égaux, pour les avoir tous différents, on peut toujours faire ça, hein. Vous savez, une accolade, ça veut dire que s'il y a plusieurs fois le même, en fait, c'est le même ensemble. Donc je suppose que x0 est différent de x1, différent de x2, tous les xi différents de xj, et là, il n'y a plus de problème. J'associe à chaque indice 0, x0, à 1, x1, à 2, x2, et j'obtiens bien une application qui est bijective. On peut aller dans un sens et dans l'autre. D'accord? L'image de x2 c'est 2, l'image de 2 c'est x2. Bon, ok. À partir du moment où ils sont tous différents les uns des autres, c'est évident de voir qu'on a une bijection avec n. Donc voilà. Donc on a trois façons de le dire. D'accord? Dire un ensemble qui est soit fini, soit en bijection avec n, soit qu'il y a une surjection de n dans lui, soit il y a une injection de lui dans n. Et suivant les contextes, on va utiliser celle-là, celle-là ou celle-là pour prouver les choses. Vous verrez que ce sera plus agréable, quoi. Ok, commençons tout de suite. Alors, tout d'abord, propriété assez simple, mais quand même qu'il faut prouver, si A est une sous-partie d'un ensemble dénombrable, alors elle est elle-même dénombrable. Alors, comment on fait ça? En fait, si A est inclus dans D, on a une injection de A dans D. Hein, je vous explique, c'est vraiment l'injection, c'est vraiment comme ça qu'on peut le visualiser. Simplement l'application qui a A associe petit a. Voilà. Donc, c'est pas un truc compliqué, hein, c'est pas l'identité, parce que c'est pas défini de D dans D. D'accord? C'est juste A. Je l'envoie dans D, enfin il était déjà dedans, donc ça n'a pas de sens, hein. C'est pour ça que c'est cette application très simple, mais c'est l'application injective évidemment, hein, parce que là, A il n'a pas deux antécédents, hein, il en a un seul, c'est lui-même. Ok, bon, très bien.
Et donc j'ai une injection de A dans D. Ok, super. Mais il se trouve que j'ai une injection de D dans N, parce que D est dénombrable. Et donc finalement, la composée de ces deux injections, qui est une injection, me donne une injection de A dans N. Et donc A est dénombrable. Vous voyez, c'est très pratique. Hein, c'est en termes d'injection, boum, je trouve instantanément. Alors cette fois, dans l'autre sens, vous allez voir qu'on va utiliser la surjection. Si je suppose que D, cette fois, c'est un ensemble donc, de x0, enfin c'est xi, je ne sais pas ce que c'est i, mais i c'est pris dans un ensemble qui est lui-même dénombrable. Ok. Alors, bah, D est dénombrable également. Alors là, c'est très simple aussi, parce que cette fois, j'ai une surjection de i dans D, qui à chaque indice i m'associe xi. Hein, c'est la définition que ça veut dire, c'est l'ensemble des xi comme ça. Bah, je prends tous les i, et puis je prends tous les xi, voilà. Il n'y en a pas d'autres dedans. Donc cette application est surjective. Et comme j'avais une application, comme i est dénombrable, j'ai une application surjective de n dans i. Je la compose avec ma surjection de i dans d, et donc la composée de surjection est surjective, et donc j'ai une application de n dans d qui est surjective, aïe, d est dénombrable. Bon, vous allez me dire, on ne voit pas trop forcément l'intérêt de ce truc-là, c'est pas bien compliqué, mais ça vraiment c'est pour prouver des choses comme ça. L'ensemble des x indexés par z, vous voyez, x-3, x-2, x-1, x0, x1, x2, x3, puis comme ça jusqu'à l'infini des deux côtés. Bah, c'est aussi un ensemble dénombrable puisque z était dénombrable. Vous voyez, donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et puis ça va nous servir dans d'autres un peu plus tard. Ok, donc ensuite, l'ensemble n croix n, alors là ça devient plus compliqué, est dénombrable. Donc c'est pareil, il y a des formules, mais je pense qu'un dessin ça permet de bien comprendre. Comment on va faire pour trouver que tous les éléments, les couples entiers, il y en a beaucoup, vous voyez, 3, 5, 8, 4, comment on va faire une suite avec ça? Eh bien alors, je les ai dessinés, donc n croix n, je ne vais pas dessiner jusqu'à l'infini forcément, vous voyez, c'est cet ensemble-là, c'est le demi-plan, enfin le quart de plan même, positif où je prends que les points du réseau, hein, des points à coordonnées entières, voilà, n croix n. Ok, et donc il faut réussir à tous les dénombrer, les prendre un par un, et être sûr qu'on ne prend pas deux fois le même, vous voyez, et aller du début à la... et puis qu'on n'en oublie pas. Hein. Alors, une méthode standard, c'est de commencer par dire, on va prendre celui-là. Okay. Et puis ensuite, on va prendre ces deux-là. Ensuite, je vais prendre ces trois-là. Et vous voyez, je vais continuer comme ça, hein, en diagonale. Donc, hop, le suivant, voilà, ça va commencer par 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 3. Hein. Et ainsi de suite, en fait, je vais à chaque fois prendre les diagonales, d'accord ? Pour le cran d'après, le cran d'après, le cran d'après, enfin voilà, du haut en bas, comme ça. Je prends toutes les diagonales à chaque fois, et je les numérote comme ça. D'accord? Donc voilà, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la formule qui donne, c'est exactement les nombres que je vous ai donnés, on la connaît. La voilà, donc je vous laisse vérifier si ça vous amuse, que ça donne bien exactement ce qu'on veut. Vous voyez, pour 0, 0, ça fait 0, ça marche pas, donc à partir de 1, 0 ça marche, ça fait 1 fois 2 sur 2, ça fait 1 plus 1, ok, ça fait, voilà, pour lui ça fait plus 0, ça fait 1, pour lui ça fait 2, ainsi de suite, ok, et bref, donc voilà, je vous laisse vérifier ça, en fait, hein, l'idée c'est que ça dépend, P plus Q, vous voyez, quand je suis sur une diagonale, ça bouge pas, hein, ça c'est tous ceux où P plus Q fait 3 à chaque fois. Donc ça, en fait, P plus Q plus 1, c'est juste le truc qui va montrer sur quelle ligne on est. D'accord ? Ça va permettre de déterminer sur quelle diagonale on est. Et plus Q, c'est pour numéroter. Du coup, vous voyez, ça commence par Q égale 0, Q égale 1, Q égale 2, Q égale 3, puis ensuite la ligne d'après, vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc c'est juste pour les différencier. Bon, je vous laisse vérifier que cette formule marche, elle n'est pas bien compliquée, et que ça donne bien une injection de n croix n dans n, et donc que n croix n est dénombrable. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire plein d'autres choses. Donc par exemple, un produit fini d'ensemble dénombrable est forcément dénombrable. Ok ? Donc voilà, ça généralise un peu ce qu'on vient de voir. Alors comment on démontre ça ? On va faire par récurrence, vous imaginez bien. Donc il suffit de montrer que pour 2 ça marche. Parce que si le produit de deux ensembles est dénombrable, quand j'en ai 3, qu'est-ce que je fais ? Je fais les 2 premiers, dénombrable, croix le troisième, hop, 2 ensembles dénombrables, ça marche. J'en ai un quatrième, les 3 premiers c'est dénombrable, croix le suivant, ainsi de suite. Donc vous voyez, la récurrence est facile. Hein. Une fois qu'on l'a fait pour 2. Donc tout le problème, c'est de le faire pour 2. Donc j'ai 2 ensembles dénombrables, qui ne sont pas forcément n, hein, sinon on l'a déjà fait. Comment est-ce que leur produit est dénombrable ? Bon, c'est pas bien compliqué. Donc si je prends 2 applications injectives de D1 dans n et de D2 dans n, ça existe, hein, puisque D1 et D2 sont dénombrables, j'obtiens une application donc, de D1 croix D2 dans n croix n, qui a x associe I1 de x, I2 de x.
Et là, je vous laisse, c'est assez facile de voir que c'est injectif. Pourquoi? Parce que si j'avais un élément ici qui admet deux antécédents, imaginons AB, il admet deux antécédents, c'est soit que ça veut dire que voilà, il y aurait deux XY qui donnent AB. Et donc A, il y aurait deux façons de l'avoir. Alors c'est peut-être le même X, mais alors si pour A il n'y en a qu'un seul, pour Y il y en aurait deux, parce que c'est deux couples différents qui doivent donner la même chose. Donc soit les deux antécédents, soit il y a l'abscisse, soit l'ordonnée qui est différente, sinon c'est les mêmes. Et donc il y en a un des deux qui ne serait pas injectif. Donc si les deux sont injectifs, cette application-là est injective. Ok, bon d'accord, donc ça prouve effectivement, une fois de plus, comme on a une application comme n croix n est dénombrable, on a une application injective de n croix n dans n, et donc la composée des deux applications injectives est injective, et donc le produit de deux ensembles dénombrables est dénombrable. Ok, jusque-là tout va bien. Alors maintenant, on va appliquer ça, par exemple, pour montrer que Q est dénombrable. Ok? Alors bon, c'est pas bien compliqué, vous savez ce que c'est que Q, c'est les classes d'équivalence des fractions, modulo la relation d'équivalence que des fractions sont égales, vous savez, si on peut simplifier pour passer de l'une à l'autre. Ok? On se méfie, Q c'est pas l'ensemble des fractions, je vous rappelle, c'est l'ensemble des nombres rationnels qui sont les classes d'équivalence des fractions, enfin bref, j'en ai déjà parlé de tout ça. Alors, regardons l'application, donc l'application dans Z croix n étoile qui est à P et Q, donc numérateur, dénominateur, ceci P sur Q, est surjective. D'accord? Parce que là, j'ai toutes les fractions possibles. Donc l'ensemble de toutes les fractions, c'est plus que Q, parce que en fait là, j'associe la classe d'équivalence de la fraction. Quand je me mets dans Q, donc vous voyez bien, j'ai tous les représentants possibles, donc j'ai évidemment une application surjective de Z croix n étoile dans Q. Et puis comme d'habitude, lui, Z est dénombrable, n étoile est dénombrable, Z croix n étoile est dénombrable. Et donc voilà, et donc comme j'ai une application surjective de n dans Z croix n étoile, je la compose avec celle-là, j'obtiens l'application surjective de n dans Q, donc Q est dénombrable. Plus généralement, toute réunion dénombrable d'ensemble dénombrable, alors c'est ça qui va servir en théorie de la mesure, particulièrement, donc ce théorème-là, il est important. Donc vous voyez, je vais faire une réunion d'ensembles qui sont tous dénombrables, ok, alors si on a un nombre fini d'ensembles dénombrables, on comprend bien que la réunion va être dénombrable, ça ne choque pas plus que ça, mais là, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que je prends un nombre infini d'ensembles dénombrables, d'accord, mais cet infini est lui-même dénombrable, ok. Alors, l'union de tous les AI pour I appartient à I, vous voyez, c'est comme si je fais l'union pour n d'ensembles qui sont tous dénombrables, d'accord. Donc voilà, c'est pas si évident que ça, c'est encore dénombrable, ok. Donc il faut regarder, bon, c'est pas très dur, mais quand même. Alors, l'astuce, c'est donc, on appelle AI, xni, alors vous voyez, donc c'est x0i, x1i, x2i, x3i, etc. Je suis bien obligé de mettre un deuxième indice pour dire que c'est AI. Bon, très bien, donc voilà, donc là j'ai tous les éléments de AI, puisqu'il est dénombrable, c'est bien les termes d'une suite, ok. Et bien en fait, l'ensemble de tous les réunions des AI, en fait je peux l'écrire comme l'ensemble de tous les xni, mais alors cette fois ni se balade dans n croix i, c'est-à-dire que, voilà, n c'est de 0 à plus l'infini, ok, d'accord, et i, c'est dans i. Mais n croix i, c'est un ensemble, un produit de deux ensembles dénombrables, donc c'est dénombrable. Et donc ça, en fait, c'est une famille, vous voyez, d'éléments indexés par un ensemble dénombrable. Et on l'a déjà vu avant, rappelez-vous, les xi pour i appartient à i est dénombrable. Donc là, comme j'ai vu que le produit des deux était dénombrable, ça implique que A est dénombrable. Et donc voilà, donc ce théorème-là, il est vraiment pratique. Et donc quand on en est là, on se dit, finalement, est-ce que tout est vraiment dénombrable? Eh bien la réponse est non. Et donc ça a été démontré par mon ami Georg Cantor au début du XXe siècle. Donc lui, c'est un matheux absolument fabuleux. C'est lui qui a posé les bases de la théorie des ensembles, il a déposé des millions de trucs. On va reparler plus tard de son ensemble de Cantor dans mes vidéos sur la théorie de la mesure. Enfin bref, mathématicien fantastique. Ok, donc il existe un ensemble non dénombrable. Alors comment il a fait pour prouver un truc pareil? Donc en particulier, il a montré que, que 0, 1 ouvert, donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure, n'était pas dénombrable. Donc a fortiori, vu que c'est une partie de R ne peut pas être dénombrable, parce qu'on a déjà vu que les sous-parties des ensembles dénombrables étaient dénombrables. Donc il démontre par exemple que R n'est pas dénombrable. Ce qui n'est pas super évident, ça veut dire qu'il y a des infinis plus gros que ce qu'on pourrait imaginer. Vous voyez, des infinis qui ne sont pas en objection avec n. Donc c'est pas simple. Et donc son argument essentiel, c'est une idée fabuleuse, qui a permis après de démontrer plein de théorèmes. C'est une idée aussi dingue que la descente de Fermat, enfin bref, il y a des raisonnements comme ça des fois qui se rappliquent dans plein de situations. Et donc après, il y a plein de théorèmes, on dit par un argument diagonal, on prouve ceci. On fait référence à cette idée-là, d'accord? L'idée de la diagonale de Cantor, qui a été donc inventée par notre ami Cantor, qui est une idée super. Alors, on va y aller tout de suite, on va expliquer tout ça. Donc,
on veut montrer que 0,1 n'est pas dénombrable. Okay, donc, si je prends une application quelconque de n dans 0,1, ben, il faut que je montre qu'elle n'est pas surjective. Alors, à la base, on se dit, mais c'est pas possible, on ne connaît rien sur f. Qu'est-ce qu'on veut prouver des propriétés d'une application f dont on ne connaît rien? Vous voyez, c'est un peu farfelu de se dire, oh là là, comment on peut penser faire ça? Ben, on essaye. Donc, on imagine qu'on a une application, n'importe comment, de n dans 0,1. Donc, il y a f de 0, ben voilà, c'est un nombre. Okay. Donc, je peux l'écrire, hein, un nombre entre 0 et 1, ben c'est quoi? 0, quelque chose, avec une suite infinie de termes, d'accord? Donc 0,A00, A10, A10, A20, A30, A40, A40. Ce que j'ai mis en rouge, pour le moment, vous allez voir. Hein, on s'en occupe pas. Ok, donc pareil, ben, f de 1 à l'image, donc 0, alors voilà, c'est pareil, il y a des décimales. Alors j'aurais pu mettre d'autres lettres, mais c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que donc il me faut bien deux indices, hein, parce que là, c'est voilà, la 0e décimale, j'aurais pu commencer à 1, mais enfin, c'est pas grave. Donc la première décimale en fait de f de 1, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc., etc. Puis après pour f de 2, bah pareil, donc cette fois il y a les deux pour dire c'est la première décimale de f de 2, et ainsi de suite. Et puis f de 3, f de 4, ainsi de suite. Bon voilà, donc jusqu'à l'infini, comme ça, on écrit l'image de f de n plus 1, enfin bref. On imagine, on a fait ça. Super. Et comme on va montrer que cette application-là est pas surjective, et ben c'est là l'astuce, c'est donc de regarder cette petite diagonale-là, et de construire un élément qui ne peut pas être dans la liste. Vous imaginez que j'écris toutes les images de f, et ben je vais montrer qu'il existe encore des nombres qui ne sont pas dans la liste, nulle part, alors qu'elle est infinie cette liste. Hein. Comment je fais ça? Ben, je construis B0, B1, B2, B3, B4, B5, etc. etc. Alors comment je le fais? Ben, de la façon suivante. À chaque fois, je prends B0 va être différent de A00. Ben, c'est possible, hein. Il y a 10 choix, hein. Les nombres de 0 à 9. Donc si là c'est 5, ben, je prends B par exemple égale 2, hop, B0 égale 2, bon, ok. Ensuite B1, je choisis différent de ça, différent de A à 1. Donc si lui c'est 7, je prends par exemple 8. Hop. B2, je le prends différent de A de 2. Voilà, tiens, c'était 0 par exemple, ben, je prends, je sais pas, encore 8. Hop, et si là c'est 8, eh ben, je prends 3, enfin je m'en moque. Je prends quelque chose, un nombre différent, d'accord? À chaque fois, je prends BI différent de AII. J'ai 9 choix à chaque fois, donc c'est vraiment pas compliqué. Et donc je construis comme ça, jusqu'à l'infini, un nombre ben, voilà, qui est pas, c'est pas f de 0, puisque le premier n'est pas le même, c'est pas f de 1, c'est pas f de 2, c'est pas f de 3, c'est pas f de 4, c'est pas f de 5, c'est pas f de 6, c'est pas f de 7, c'est pas f de 8, bref, c'est pas f de n'importe qui. Donc j'ai un élément qui n'est pas dans l'image de f. Incroyable, vous voyez, je ne connais rien sur f, j'ai la liste de toutes ces images, mais je peux quand même en construire. En fait, il y en a trop, quoi. Il y a trop de choix. Vous voyez, il y a trop de choix de nombres entre 0 et 1, je ne peux pas tous les écrire les uns après les autres comme ça. Hein, c'est ça l'idée de dingue, quoi. Même si, c'est ça qui est dingue, c'est que même avec l'infini, j'ai pas assez de place. Vous voyez, j'ai une infinité de place, là, mais même quand j'ai rempli mon infinité de place, il en reste qui sont nulle part. D'accord? Et il y en a plein, même parce que j'ai plein de choix. Vous voyez, pour, à chaque fois, j'ai 9 choix pour B0, B1, B2, B3. Donc, il y en a même une infinité qui sont nulle part. Okay, c'est dingue. Et donc ça prouve bien que cette application-là n'est pas surjective. Et que les maths, c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Donc R n'est pas dénombrable. Voilà, il existe un infini, donc l'infini de R est vraiment plus gros que l'infini de N. On ne peut pas compter les éléments les uns après les autres. Okay, et donc après, il y a toute une théorie pour savoir est-ce qu'il existe, enfin il y a toute une controverse, je pourrais dire, est-ce qu'il existe des infinis entre N et celui de R? Vous voyez, des choses intermédiaires, quoi, qui soient plus gros que N, plus petit que R. Bah, le fait qu'il n'en existe pas, c'est ce qu'on appelle en fait l'hypothèse du continu. Et ça, c'est un problème fantastique en maths, parce qu'on a pu montrer qu'il n'était pas décidable. Et c'est le premier énoncé vaguement compréhensible qu'on a pu montrer qu'il n'était pas décidable, c'est-à-dire qu'on peut le poser comme axiome qu'il n'en existe pas, ou comme axiome qu'il en existe. Mais s'il en existe, c'est quoi? Ah bah on ne sait pas, mais qu'il en existe. D'accord? Ce ne sera pas contradictoire les deux avec les axiomes précédents. Hein, ça a été démontré par Paul Cohen en 1960, dans les années 60, 63 je crois. Résultat de maths absolument fantastique, c'est la première fois que, d'après Gödel, on savait hein, que les axiomes ne seront pas complets, qu'on arrivait un jour arrivé sur une formule qu'on ne pourrait pas prouver. Bah, la première fois qu'on a montré, voilà, qu'on a trouvé une vraie formule mathématique pas construite exprès pour montrer qu'on ne veut pas la construire, quoi, et comme Gödel avait fait, un truc qui arrive à peu près naturellement comme question de mathématiques, et qu'on ne peut pas prouver avec les axiomes précédents. Est-ce qu'il existe un infini entre R et N? Ok? Donc voilà. Moi, honnêtement, je n'ai pas choisi mon camp, et ça ne me sert pas trop dans la vie, mais c'est juste comme ça pour rigoler. Bon, en tout cas, voilà, R n'est pas dénombrable. Donc on peut faire des choses rigolotes avec ça maintenant. Hop, voilà. Alors, considérons les polynômes à coefficient rationnel de degré égal à n. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme comme ça?
Donc c'est en fait, vous savez, un polynôme c'est une suite presque nulle, c'est un nombre fini de coefficients différents de 0. Donc les polynômes de degré n, et bien donc c'est an x puissance n plus an moins 1 plus ainsi de suite jusqu'à a0. Donc il y a n plus 1 coefficient, et la seule contrainte pour que ce soit de degré n, c'est que an soit différent de 0. Donc autrement dit, on peut choisir n premier coefficient n'importe comment, et le dernier est différent de 0. D'accord? Donc ça c'est a0, a1, a2, a3 jusqu'à an moins 1, et lui c'est an qui doit être non nul. Et donc voilà, an c'est en bijection avec ça, puisque c'est la même chose de choisir les coefficients, de choisir le polynôme, c'est exactement pareil. Donc ça c'est dénombrable, puisque q est dénombrable, q étoile aussi, et donc un produit, même une puissance, un q puissance n, est dénombrable, croix q étoile c'est dénombrable, tout ça. Donc l'ensemble an est dénombrable d'après ce qu'on a vu avant. Ok, bon, on va dire super, et alors? Eh bien, comme on a vu, l'ensemble des réunions des an pour tous les éléments, pour tous les entiers n, d'accord? Donc l'ensemble des polynômes de degré 0, les polynômes de degré 1, union les polynômes de degré 2, ainsi de suite jusqu'à l'infini, qui ne fait pas tous les polynômes, puisqu'il manque quand même le polynôme nul, donc ça fait q de x étoile. On a tous les polynômes à part le polynôme nul, d'accord? Eh bien ça c'est dénombrable, puisqu'une union dénombrable d'ensemble dénombrable est dénombrable, d'accord? Théorème d'avant. Donc voilà, l'ensemble de tous les polynômes non nuls est un ensemble dénombrable. Chouette, et alors? Eh bien, pour un polynôme non nul, il existe des racines, des zéros, vous savez. L'ensemble des racines réelles d'un polynôme, ok, bon, ça existe toujours. Et ça, en fait, pour n'importe quel polynôme, c'est fini. Un polynôme de degré n, même 27 000, n'a pas plus que 27 000 racines. Ok, donc l'ensemble des R de P est un ensemble fini. Mais donc maintenant que je sais que Q de x étoile est dénombrable, je peux prendre l'union pour tous les polynômes dans Q de x étoile des R de P. R de P c'est dénombrable puisque c'est fini. Et donc une union dénombrable d'ensemble dénombrable, vous voyez comment j'utilise ma construction à tour de bras, ça reste dénombrable. Okay, donc j'appelle ça A, c'est tous les nombres dans R qui sont des solutions, des racines de polynômes à coefficient rationnel. Okay, et bien ça c'est ce qu'on appelle l'ensemble des éléments algébriques, des nombres algébriques dans R. C'est comme racine de 2, c'est la solution de x carré égale 2. Okay, donc voilà, c'est des nombres qui ne sont pas forcément rationnels, d'accord? Racine de 2 n'est pas rationnelle, c'est pas une fraction, mais qui sont quand même quelque part pas trop compliqués, puisqu'on peut trouver comme les solutions d'une équation polynomiale à coefficient dans Q. Okay, alors pourquoi coefficient dans Q? Parce que si je prends polynomial à coefficient dans R, à ce moment-là, j'ai x moins pi, hop, pi est solution de x moins pi. Vous voyez, ça n'a pas de sens, parce que du coup, tous les nombres sont solutions d'équations polynomiales, quoi, même de degré 1. Donc si je veux dire quand même que c'est des nombres quelque part un peu moins compliqués, il faut que je me limite au coefficient dans Q. Quand je dis dans Q, en fait, quitte à multiplier par tous les dénominateurs, moralement, c'est des coefficients dans Z même. Mais ok, donc ce qu'on appelle l'algébrique, en gros, c'est ceux qu'on peut construire comme des solutions d'une équation pas compliquée, quoi. C'est dénombrable l'ensemble des nombres algébriques. Mais R n'est pas dénombrable, d'accord, ça on l'a vu. Et donc ce qui reste, il reste forcément quelque chose. On appelle ça l'ensemble des nombres transcendants. Et là c'est assez rigolo, donc pour montrer que c'est non vide, en fait, c'est non vide, pourquoi? Parce que c'est pas dénombrable. C'est-à-dire que la seule façon simple de montrer qu'il existe des nombres transcendants, c'est de montrer qu'il existe une infinité non dénombrable. Ça c'est plutôt rigolo. Enfin moi je trouve ça rigolo. Et donc il existe, voilà, donc après on peut montrer que pi, E, c'est leur cas, voilà, on n'en connaît pas des millions, on ne sait pas le montrer pour des centaines de nombres, mais en fait pourtant, il y a bien plus de nombres transcendants que de nombres algébriques, puisque le nombre algébrique c'est un nombre dénombrable d'éléments. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la suite.